La data responsable, c'est que je ne sais pas si vous avez lu notre édito de cette semaine, mais j'ai un peu pété un câble lundi dernier parce que j'en ai assez de dire toujours la même chose depuis 10 ans, en disant ben, ce sont les journalistes qui font l'information, qui font la liberté, qui font la démocratie. Et on l'a vu depuis 10 ans, des investissements vraiment complètement s'accentuer sur des plateformes qui, elles, propagent la rumeur, propagent le populisme et font que il y en a certains qui s'étonnaient que des poutinolâtres atterrissent au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ben, il ne faut pas s'étonner. C'est comme ça, c'est le monde que vous construisez avec vos investissements médias. Et pourquoi est-ce que j'ai demandé à Emery de parler? C'est qu'en fait, Emery, il a fait déjà une première chose très courageuse, pas tellement suivie. C'était au moment où Google a demandé aux marchands de payer ses impôts à sa place. Il a fait la grève. Et puis, la Massif a rejoint la Maïf. Et en fait, finalement, pardon, la Camif, oh là là, oui, je me plante complètement. La Massif a rejoint la Camif. Et en fait, c'est deux cultures qui devaient se rencontrer parce que la Camif, eux, ils ont fait un truc que personne n'a fait dans cette salle, j'en suis sûre. C'est qu'ils ont fait, il y a 1 an et demi, un test sur et si on coupait Facebook, qu'est-ce qui se passerait? Et si on coupait Google, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, il va nous raconter tout ça. Merci, on peut l'accueillir et l'applaudir. Ou non, non, tu te mets là, tu te mets là. Je sais pas faire les trucs thermiques. Alors c'est très drôle parce que sur l'écran que vous voyez, que je vois aussi, enfin que l'on voyait, il y avait Salle Jean Aymar. Et je suis très ému d'être là aujourd'hui parce que le groupe Pernod Ricard a dans mon cœur une place particulière, puisque mon papa était DG de Pernod Ricard pendant toute sa vie, et que du côté de ma maman, Jean Aymar, c'est son oncle. Voilà. Et donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai d'ailleurs déjeuné avec mon cousin Julien Aymar qui travaille ici. Et on a évoqué un sujet et je me suis dit mais c'est incroyable finalement la data, on va parler de data aujourd'hui chez Pernod Ricard, mais en fait sachez que Julien il travaille en ce moment sur un gros projet d'intelligence artificielle pour utiliser la data pour aider les commerciaux qui ont 240 marques dans leur portefeuille pour vendre le bon produit aux bons clients. Hein, donc voilà, quand vous êtes un commercial chez Pernod Ricard, votre gros problème, c'est que vous avez 13 whisky à vendre, le Ballantine's, le Clan Campbell, la Berleur, eh ben, il faut trouver le bon et ils utilisent la donnée pour vendre le bon. Enfin bon, petite introduction qui n'a pas à voir grand-chose avec le sujet, qui m'amène aujourd'hui à vous parler de la data responsable. Alors qu'est-ce que c'est que la data responsable? Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on le voit, les entreprises sont de plus en plus pilotées par la donnée. Se poser la question de la data responsable, c'est se poser d'abord la question de l'entreprise responsable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise responsable? Est-ce que c'est une entreprise qui respecte des normes, la RSE, les RGPD? Non. Aujourd'hui, ça, c'est bien insuffisant. Une entreprise responsable, c'est celle qui prend ses responsabilités et qui va contribuer positivement en mettant au cœur de son modèle. On a eu un très bon exemple avec Decathlon, au cœur de son métier, un impact et une contribution positive à des enjeux sociaux, environnementaux. On a aujourd'hui en France un cadre pour ça, qui est le cadre offert par la loi Pacte, la société à mission, et Camif, comme Maïf et non pas Massif, Geneviève, mais bon, tu n'es pas la seule à faire l'erreur. Ségolène Royal avait fait la même chose il y a quelques années, donc ne t'inquiète pas. Je suis comme Ségolène, je suis trop fière. Sont devenues des sociétés à mission. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société à mission? C'est une société qui va se doter d'une raison d'être, qui va l'inscrire dans ses statuts, qui va traduire cette raison d'être en objectifs de mission, des objectifs sociaux, environnementaux, qui seront également engageants parce qu'ils sont inscrits dans les statuts, donc ça modifie l'objet social de l'entreprise. Et puis, une entreprise à mission met une gouvernance de la mission avec un comité de mission et se soumet à un organisme tiers indépendant qui vient vérifier la qualité de la société à mission tous les 2 ans.
On a créé d'ailleurs une communauté des entreprises à mission, qui est une association pour accompagner les dirigeants qui souhaitent rendre leur entreprise plus contributive sur les enjeux sociaux environnementaux, et puis pour offrir ce cadre de partage et continuer à faire connaître ce modèle qui est naissant. Aujourd'hui, 600 sociétés à mission en France, c'est 4 fois plus qu'il y a un an. C'est un modèle qui va se déployer très rapidement parce qu'il correspond aux attentes des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise et sur une exigence croissante sur l'engagement de l'entreprise. Alors, comment une entreprise à mission, comment une entreprise responsable utilise ou gère ou pilote ces données? Voilà, en fait, si on répond à cette question, on aura compris qu'est-ce que c'est que la data responsable. J'ai envie de prendre l'exemple de Camif parce que j'en suis le dirigeant. J'ai repris Camif en 2009. Sur un modèle d'impact positif, sur la consommation responsable, le Made in France. Et on a inscrit notre mission dans nos statuts en 2017. Notre raison d'être, on a mis 2 ans et demi à formuler, qui tient en 2 phrases, non pas que nous ne soyons pas très efficaces, mais qu'on a on a interrogé largement l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise pour aboutir à 2 phrases, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Cette mission, on l'a mise dans nos statuts en 2017, on l'a traduite en 5 objectifs de mission. Et ces 5 objectifs de mission, aujourd'hui, sont au cœur de notre feuille de route, de tout ce que l'on fait dans l'entreprise. Je vais vous donner 2 exemples. Notre mission, donc, vous l'avez compris, c'est de développer la consommation responsable, la production locale. On travaille aujourd'hui avec 115 fabricants français qui représentent 77% de notre chiffre d'affaires. Comment on utilise la donnée au service de la mission? Très concrètement, une des premières innovations qu'on a lancées chez Camif en 2010, c'est sur camif.fr la possibilité qu'on a donnée aux internautes de choisir leurs produits en fonction de critères géographiques, sociaux, environnementaux. Donc si vous êtes sur Camif et que vous cherchez un meuble, de la literie, du linge de maison, de l'électroménager, vous allez pouvoir rechercher un produit par pays, par région, par département et donc privilégier les circuits courts, favoriser un fabricant local. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On utilise effectivement cette donnée pour recréer du lien entre le consommateur et le producteur. L'effet positif de ça, c'est que avec 77% de chiffre d'affaires Made in France, on a pu mesurer que quand on crée un emploi à Niort, on crée 14 emplois en France. Voilà. Comment on peut utiliser le digital et la donnée pour favoriser le local. On sait aujourd'hui que 54% de nos émissions carbone, on émet à peu près 11 tonnes d'émissions carbone par an et par Français, sont liées à nos importations. Juste en relocalisant nos achats, on peut contribuer très positivement aux enjeux du climat en réduisant l'empreinte carbone de nos achats. Donc, on peut utiliser la donnée de manière responsable. Et dans notre mission, on a également de faire de l'économie circulaire notre standard. Notre mission, c'est de nous développer et de développer des produits éco-responsables. Ça rejoint une notion qui me semble assez importante aussi à évoquer avec vous, celle de la frugalité. Parce que la donnée, on en bouffe à tous les râteliers, on entend de la donnée, de la donnée, de la donnée. À un moment donné, il faut peut-être se questionner sur comment on peut faire moins et mieux. Comment on peut utiliser moins de données, mais mieux les utiliser. Et peut-être comment on peut tout simplement se passer de la donnée. Petit exemple, le client qui est cerné par les publicités qu'il voit, parce que quand il va sur Google, qu'il va sur un site e-commerce et qu'il est retargeté 25 fois, c'est un client que vous essayez d'attirer chez vous. Mais lui, il n'a pas du tout envie de venir parce que ça le saoule. Alors l'enjeu, est-ce que ce n'est pas utiliser moins de données pour, au contraire, créer et susciter de l'engagement auprès des clients? Comment on peut susciter de l'engagement et créer une communauté de clients? Par le sens. Parce que les clients qui viennent chez Camif, ils ne viennent pas parce qu'ils ont vu une pub 25 fois. Ils viennent parce que l'attirance par rapport à la consommation responsable, le Made in France, quand on fait le tour du Made in France, qu'on les invite à visiter des usines, les usines avec lesquelles on travaille, qu'on découvre tous les savoir-faire des produits qu'on vend sur Camif, qu'on travaille avec les ouvriers l'après-midi en atelier créatif. Mais ça les repique Camif beaucoup plus que tous les systèmes de retargeting. Donc on peut se passer de la donnée si tant est qu'on remet du sens et qu'on suscite de l'engagement auprès de nos clients. Tu l'as dit, on a fait une opération en 2017 qui était assez atypique pour un e-commerçant puisqu'on a décidé de fermer notre site pour le Black Friday.
en boycottant le Black Friday parce que c'était juste complètement orthogonal par rapport à la mission de Camif qui est de prône la consommation responsable, et on pense que le Black Friday nous emmène tout droit dans le mur, justement en mettant de la surpression chez les consommateurs, en débranchant le cerveau, et tout le monde achète des produits dont on n'a pas forcément besoin à des prix qui sont en fait pas si formidables que ça. Alors en 2017, je suis passé pour un fou auprès de mes actionnaires. J'ai pas eu un très très bon comité stratégique quand je leur ai annoncé qu'on allait fermer le site, mais ça a vraiment suscité là aussi vraiment de l'engagement. L'année dernière, 1200 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday, donc ça a vraiment posé le débat dans la cité entre surconsommation d'une part et consommation responsable de l'autre part. Ça a mieux pris que la grève de Google. Oui, ça a beaucoup mieux pris que la grève de Google, mais bon, je ne désespère pas. Et je pense que ça répond aux aspirations de consommateurs qui ont pris conscience que l'avenir, ça passera par consommer moins, mais consommer mieux. Voilà. Et on le voit très bien sur le profil de nos nouveaux clients, ça ne nous a pas empêché de faire 40% de croissance depuis 2017, donc ça n'a pas été contre la croissance. Si à court terme, ce n'était pas bon pour le chiffre, mais sur la durée, ça a été très bon. On est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison sur l'engagement consommation responsable, ça a une grande valeur. Et puis, nos clients, ils nous choisissent parce que justement, on a cet engagement-là. Ils sont plus jeunes, ils n'ont pas plus de pouvoir d'achat que les autres, mais ils achètent des produits de qualité, fabriqués localement, dans le respect du développement durable, parce qu'ils font beaucoup plus d'arbitrage que les autres. Donc ils achètent moins, ils n'ont pas le dernier smartphone à la mode, ils achètent 3 fois plus d'occasions, mais du coup, ils achètent quand ils veulent se payer un bon lit, parce que c'est important de bien dormir, on n'est pas 8 heures de sa vie dans le lit, donc voilà, ou un bon canapé, et bien là, ils vont se tourner vers des marques qui sont capables de prouver leur engagement, d'apporter des preuves de leur engagement, et le bloc de Black Friday était vraiment un marqueur très fort. Donc si on considère qu'on peut utiliser la donnée de manière responsable au service d'une mission, et si on considère que cette donnée elle a une vraie valeur, il y a un autre enjeu qui me semble important de partager, c'est celui de la souveraineté de la donnée. La donnée, c'est un bien précieux, et cette donnée, elle appartient à l'entreprise, mais elle appartient aussi aux clients, elle appartient aussi à vos fournisseurs. Et donc la question c'est à qui vous êtes OK avec le fait de confier votre donnée. Il y a un truc que tu n'as pas dit Geneviève, mais il y a quelques années, on s'est retiré totalement d'Amazon. Là aussi, on a perdu du chiffre d'affaires. C'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on n'a plus aujourd'hui. En fait, Amazon, c'est un aspirateur de données. Et d'ailleurs, c'est un des points d'ancrage de Lisa Kahn, qui est la présidente de la FTC, et qui, dans l'équipe de Joe Biden, va essayer de démanteler Amazon. Parce qu'il faut faire ça. Et l'angle d'attaque, ce n'est pas le monopole, c'est le monopsone. Le monopsone, c'est un vendeur, un acheteur, qui est en situation tellement dominante qu'il peut piller les données de ses vendeurs tiers, par exemple. Voilà. Donc en se retirant d'Amazon, on a pris la décision de ne pas communiquer nos données à Amazon. On a pris la décision de se priver de chiffres parce qu'on a considéré que la valeur de notre donnée, elle était plus importante que le chiffre d'affaires à court terme. Et que l'avenir de l'entreprise, voilà, donc d'abord, ce serait dangereux de dépendre d'Amazon. et puis, on le sait, on voit très bien les pratiques d'Amazon. Quand ils utilisent leur marketplace pour voir, grâce aux vendeurs tiers qui apportent leurs produits, les produits qui marchent. Puis quand ils ont repéré une ligne de produits qui marche, ils la font eux-mêmes et ils virent le vendeur. Ça, c'est la pratique d'Amazon. Quand Amazon se développe, un emploi créé en France par Amazon, c'est 2,2 emplois perdus en France. Voilà, c'est un peu la différence entre les deux modèles. Voilà. Alors, pour terminer, je dirais, alors bon, tu as parlé de Google. Bon, nous, on a trouvé ça effectivement assez scandaleux que Google nous fasse payer la taxe GAFA et donc la fasse payer aux consommateurs. Mais bon, c'est un détournement malheureusement de la taxe instaurée par Bruno Le Maire. Ça nous a choqués parce qu'en fait, ils nous ont annoncé ça en mars et en mai, on a pris 2% d'augmentation. Chez nous, c'est 15% de l'EBITDA qui est parti. Qui n'était pas prévu dans le budget. Bon. Alors, on était quand même dans une période où ils avaient fait 50% de croissance sur leurs profits, notamment avec le Covid, et où de plus en plus de commerçants étaient devenus très dépendants de Google. Donc, on a essayé de mobiliser, mais ça n'a pas marché.
Probablement parce que Google est très puissant, qui représente 91,73% de part de marché des moteurs de recherche, donc c'est compliqué de se passer de Google. Donc on y réfléchit à voir comment on peut, et si d'ailleurs je fais la courbe très honnêtement de la part de valeur captée par Google dans mon business. Moi j'ai démarré en 95, avant de reprendre Camif, j'avais monté Matelsom qui a été un des premiers vendeurs de literie sur internet en 95, c'était avant que Google existe. La courbe elle fait comme ça. Donc à un moment donné, on se dit mais où est-ce que ça s'arrête quoi? Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à nous dégoogliser, à nous dégafaïser pour qu'on retrouve une croissance soutenable, durable. Et du coup, la stratégie qu'on a adoptée, c'est celle des alliances avec des partenaires en affinité avec notre vision du business. On a annoncé l'année dernière le rapprochement avec Maïf. C'est dans ce cadre-là qu'effectivement, Maïf va pouvoir mobiliser 3,5 millions de sociétaires qui sont complètement alignés par rapport à la consommation responsable, etc., pour leur exposer de l'offre Camif. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça va nous permettre de nous développer sans dépendre de Google. On a annoncé en fin d'année dernière aussi un partenariat marketing avec Biocop, dans le même esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont tout à fait intérêt à se regrouper, à travailler ensemble et à échanger de la visibilité pour moins dépendre de ces plateformes qui sont un peu les trous noirs des données, hein, si on peut les appeler comme ça. Voilà. Ensuite, l'enjeu suprême, c'est qu'on est la première génération à avoir pris conscience du lien entre nos modèles, nos modes de vie, nos modes de déplacement, nos modes de faire entreprise, nos modes de consommer, de produire, et ce qu'on observe dans le dérèglement du climat, dans les inégalités croissantes, dans les problèmes de biodiversité. Mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir. Alors moi j'ai envie de vous poser une question, c'est comment vous, aujourd'hui, dans votre quotidien, vous pouvez utiliser la donnée pour contribuer positivement aux grands défis du XXIe siècle. Vous avez 3 ans. Merci beaucoup. Sur l'aspect Facebook des choses, les Facebook Files, etc., c'est quoi votre point de vue? Alors, le point de vue Maïf, parce que je les ai interrogés, parce que effectivement, Maïf, ils ont retiré toutes leurs... Enfin, ils se sont retirés de Facebook, mais ils y sont revenus. Voilà, ils sont revenus parce qu'ils ont dit ce qui est important pour Maïf, c'est d'être présent là où sont nos clients. Et malheureusement, nos clients sont aussi sur Facebook, donc on va y être. Voilà. Après, il y a des enjeux politiques. Hein. Maïf, par exemple, avait retiré toutes ses campagnes de publicité sur CNews à un moment où Zemmour avait tenu des propos qui étaient tout à fait pas tenables, en fait. Mais ils sont revenus sur CNews. Voilà. Bon, donc, c'est la limite de l'exercice. Voilà, tout à fait. Après, il y a des renoncements durables. Hein. Notre renoncement à Amazon, c'est durable. Google, c'est pareil. Hein. On ne pourrait pas se passer aujourd'hui de Google. On a fait une journée sans Google. Ça fait un peu moins de chiffres ce jour-là. Si tout le monde faisait une journée sans Google, ça serait assez intéressant, parce que si tous les acteurs d'un secteur adoptaient le 0 € pendant une journée, d'abord ça aurait peut-être comme incidence de remettre les enchères à 0 et de repartir le lendemain avec des prix beaucoup plus acceptables pour tout le monde. Et puis en plus, ça serait aussi un petit message positif à envoyer à Google. C'est intéressant, et ça n'est pas un appel au boycott, c'est juste un jour. Chacun est libre. Donc on arrive au terme de cette matinée. Je voulais faire quelques petits remerciements. On peut applaudir. Donc je voulais remercier Nicolas Volt à la régie et Pierre-Yves Caloc qui fait qu'on a étraîné ce magnifique auditorium chez Pernod Ricard. Yvan et Katerina, les patrons de la troupe de danse qu'on a vue. Sophie Tamine qui m'aide et qui a passé jusqu'à 4h du matin sur le PowerPoint cette nuit. Guilhem Baudin et Estelle Bretez chez Convertéo. Blandine Plagnard chez Critéo. Ceux qui ont déjà parlé, je les remercie évidemment. Isabelle Joulot chez Dawex, Aurélien chez Elevate, Mikim, Mathilde Duquesne chez Weibo, Dorothy Chang chez Trésor Data avec Benjamin, Véronique Piquant chez Smart Ad Server et vous, merci d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.